introduisez la communication de Claire Dupin de Bessa, qui est doctorante à l'université de Tours, sous la direction de France Nalich et Séverine Sofio, et elle fait une thèse sur la notion de succès artistique chez les peintres exposant au Salon entre 1848 et 1880. Elle a également été ces dernières années chargée d'études et de recherche à l'INHA, et elle nous fait une communication qui s'intitule « Vices et vertus du détail historique, réaction critique et institutionnelle au Salon de 1848 à 1880 ». Je vais commencer déjà par remercier évidemment les organisatrices de m'avoir invitée, même si du coup c'est que virtuellement, à au moins vous présenter une partie de mon travail et de ma recherche doctorale. Je commence du coup. Par amour de l'exactitude archéologique, nos jeunes artistes sont tombés dans un excès contraire à celui qui portait les anciens peintres à tout généraliser. Ils ne voient partout que le détail. Ils négligent les caractères expressifs, la moralité politique ou philosophique pour mettre en relief les particularités curieuses. Ce constat de Chaumelin, lors du salon de 1869, s'inscrit dans un débat encore vivace dans la seconde moitié du XIXe siècle. Quel rôle doit être dévolu au détail, et je vais entendre par là aussi bien la minutie plastique du peintre, c'est-à-dire son sens du détail, que le fourmillement d'objets, d'accessoires, d'ornements, bref, de petits éléments, dans les compositions historiques. Face à cette question, les artistes emploient de multiples stratégies, visibles lors de leur exposition au salon. Tout aussi multiples sont les réactions de ceux qui peuvent être considérés comme les juges, voire même les censeurs de l'art dès 1848, c'est-à-dire le jury du salon d'une part et la critique d'art de l'autre. Ce sont ces réactions, institutionnelles et critiques, que j'aimerais aujourd'hui examiner. Pour ce faire, je m'appuierai sur un corpus de 15 périodiques, choisis pour leur longévité et leur représentativité. Je vais vous partager le corpus, l'anthologie critique que j'ai recensée pour les 3 cas d'études que je vais étudier dans le fichier, dans le cloud, j'imagine. L'analyse des réactions institutionnelles, en revanche, est un peu plus complexe. Les procès-verbaux des décisions du jury, qui sont détruits pour la période postérieure à 1853, se montrent, quoi qu'ils en soient, décevants, puisqu'en fait, ils ne recensent que les décisions finales. Pour tenter de saisir, du coup, la réaction du jury, je vais employer des moyens détournés en considérant, par exemple, leur composition ou les distinctions distribuées. Dans un premier temps, j'aimerais commencer par interroger la nécessité même du détail dans les compositions historiques, en examinant les exilés de Tibère, de Barias, exposés au salon de 1850-51. En voie de Rome de 5e année, l'œuvre se caractérise par son respect évident des conventions académiques, que ce soit dans le choix du sujet, un épisode de l'Antiquité romaine, dans l'ampleur de son format, plus de 2 mètres sur 4, dans la manifestation de savoir-faire picturaux, par exemple dans la représentation des anatomies et le rendu des drapés, ou encore dans la structuration de la composition, à la fois linéaire et pyramidale. Cet académisme est d'ailleurs la caractéristique la plus remarquée par les critiques d'art, qu'ils découvrent l'œuvre lors de l'exposition à l'École des Beaux-Arts à l'automne 1850 ou lors du salon de 1850-51. Pes juge ainsi qu'il s'agit d'une œuvre fort estimable au point de vue de la tradition et des convenances académiques. Pour Gautier, il s'agit d'un des bons tableaux d'histoire du salon, peut-être même celui qui remplit le mieux les conditions du genre. La Fisolière partage aussi ce diagnostic. Barias dispose d'un talent beaucoup moins débarrassé des entraves académiques, tandis que Deplace déplore ce caractère trop conforme aux prescriptions de l'école. Pour certains, cet académisme est en effet excessif et confine au manque d'originalité, l'œuvre n'étant alors qu'un exercice de style paresseux. Ainsi, Thénault, je cite, « Pour être un grand artiste, il faut être original, et ce reproche que nous adressons à M. Barias, malheureusement, n'est que trop justifié. Il n'a produit qu'un fragment, qu'une étude, prescrite sans doute par le règlement de l'École des Beaux-Arts, ou encore Clément de Ris, je cite encore, « Les œuvres originales, au contraire, manquent tout à fait d'originalité. Les exilés de Tibère, grande composition de M. Barias, ne sont qu'une réunion de teintes juxtaposées sans harmonie et sans fusion. » Néanmoins, la réaction critique de la toile est globalement positive, notamment parce qu'elle est commentée par la quasi-totalité des périodiques que j'ai considérés. Seule la Revue des Deux Mondes, qui a des comptes rendus de toute façon de salon assez synthétiques, l'ignore. Si plusieurs commentateurs reprochent parfois à l'œuvre sa couleur lourde et artificielle, un reproche qui va de pair avec son caractère académique, ils sont majoritaires à considérer que la toile possède d'éminentes ou d'excellentes qualités, qu'il y a du mérite dans la composition et l'exécution de cette grande page, qu'elle est l'œuvre d'un homme de talent déjà, qui promet pour l'avenir un dessinateur et un coloriste, ou encore qu'elle est le fait d'une intelligence fertile et méditative, et qu'elle porte encore le caractère d'une distinction suffisante. À cela s'ajoute le succès institutionnel apparemment complet de l'œuvre. D'abord, la toile est installée dans le salon d'honneur, qui, comme son nom l'indique, est un espace privilégié assurant une visibilité extrême.
Ensuite, Barrias se voit décerner une médaille de première classe. Cette récompense, si elle s'applique officiellement à l'ensemble de l'envoi du peintre, distingue toutefois assez certainement, en particulier, les exilés de Tibère, en raison à la fois de son contexte de production, il s'agit d'un envoi de Rome, et de son ambition évidente. Il serait alors aisé de considérer logique que le jury du salon vienne distinguer une œuvre qui respecte les conventions académiques. Mais ce serait méconnaître la composition effective du jury lors du salon de 50-51. À cette date, en effet, il est en partie nommé par l'administration et en partie élu par les artistes exposants, sans distinction de statut. Il en résulte un jury composé en minorité seulement de membres de l'Académie des Beaux-Arts. Seuls Cognier et Robert Fleury sont alors académiciens, et Picot, qui est alors le président de l'Académie, siège non pas par élection, mais par nomination administrative. Les autres artistes siégeants, Decamps, Delacroix, Corot, ne doivent pas assurément leur réputation à leur respect de la doctrine académique. Si l'hypothèse d'une cooptation académique est donc affaiblie, la distinction de Barrias peut toutefois s'expliquer comme manifestation d'un goût officiel, qu'incarneraient alors les différents membres de l'administration des Beaux-Arts présents au jury. Cette explication tend à être confirmée par l'achat de l'œuvre par l'État dès mai 1851 pour l'importante somme de 5 000 francs, puis par son attribution immédiate au musée du Louvre, au musée du Luxembourg, l'antichambre du Louvre. Qu'en est-il du détail dans cette œuvre et dans sa réception? Force est de constater qu'il est peu commenté par les critiques d'art. Il transparaît quelquefois, néanmoins, lorsque certains chercheurs... Alors, j'ai une slide qui a disparu. Voilà. Il transparaît donc quelquefois, néanmoins, lorsque certains cherchent à identifier les modèles esthétiques utilisés par Barrias. Ainsi, Gautier: nous reprocherons seulement à M. Barrias de s'inspirer trop visiblement des bas-reliefs de la colonne Trajane, excellent modèle sans doute, mais dont il ne faut pas trop se souvenir, ou Thénault. La plupart des copies sont des copies de bas-reliefs, de statues antiques que le peintre s'est efforcé de réunir en un tout en y ajoutant la couleur. Si l'usage des références antiques est éploré par ces derniers, il est au contraire loué par des critiques comme Pes, qui estime que la tête paraît empruntée au vieux Brutus du bronze du Capitole, qui est très licite, ou la Fiselière qui en défend maladroitement l'usage. Il ne suffit pas de voir dans cette toile un inutile arrangement de figures destiné à montrer la science du peintre ou le résultat des études antiques. Pourtant, outre souci de dépeindre des physionomies à l'antique, le détail historique est bel et bien présent dans les exilés de Tibère. Barrias prend ainsi un soin presque archéologique à représenter des objets de façon crédible, qu'on remarque l'urne funéraire, les armes et casques ou encore les bijoux représentés. Leur présence et la précision de leur traitement plastique, dans une composition relativement dépouillée d'artifices anecdotiques ou archéologiques, qu'on la compare par exemple avec le foisonnement déployé par Henri Picou ou Bénouville à peu près à la même période, semble alors le signe d'une exigence tacite si ancrée dans les conventions qu'elle ne vaut pas d'être mentionnée. Le silence des critiques d'art à l'encontre de ces détails est révélateur, il me semble, d'un usage convenu, voire convenable, attendu, normal, du détail historique dans l'œuvre de Barrias. Sans en faire étalage, c'est par le détail, c'est-à-dire par l'attention portée à la représentation plastique et par les objets qui parsèment la composition, que le peintre fait montre de ses connaissances historiques. Comme exemple d'une peinture d'histoire qui respecte parfaitement, jusqu'à l'extrême selon certains, les préceptes académiques, les exilés de Tibère de Barrias confirment ainsi la nécessité du détail comme garant de la crédibilité de la représentation et comme preuve de l'érudition attendue d'un peintre d'histoire. Plus tard, au salon de 1864, on retrouve une même exigence d'érudition, rendue visible par le détail, dans les Égyptiens de la 18e dynastie de Laurence Alma-Tadema. Jeune peintre hollandais, l'artiste est à cette date inconnu du public parisien, puisqu'il s'agit de sa première exposition au salon. Il se fait pourtant rapidement remarquer, en faisant preuve d'une originalité évidente quant au choix de la période représentée, l'Égypte antique, au point de faire redouter l'avènement d'une égyptomanie aux critiques chez nous. Je crains donc que le succès de M. Alma-Tadema ne nous inflige, comme une nouvelle plaie d'Égypte, la nuée de nos sauterelles de la vogue. Mais plus encore que la nouveauté du sujet, les salonniers remarquent la minutie presque archéologique employée par Alma-Tadema dans la représentation des objets, des décors et des tenues. Ils sont ainsi nombreux à plaisanter sur l'intérêt de l'œuvre pour les spécialistes, tels Mariette, de Rouget ou Lomperrier comme les cite Gautier, ou pour l'Académie des inscriptions, à l'instar de Clément ou encore de Dupuy. Je cite: ce tableau avait été, dit-on, exposé l'année dernière à Bruxelles sous cette désignation. Comment les Égyptiens s'amusaient il y a 3000 ans. En l'envoyant à Paris, l'artiste lui a donné un titre plus grave et qui a une apparence scientifique, comme s'il s'agissait d'un mémoire présenté à l'Académie des inscriptions. D'autres encore considèrent que les efforts de recherche et de restitution visibles dans l'œuvre participent de ressusciter une époque méconnue. C'est la remarque que fait, sur le ton de la blague,
Le roi dans le Charivari. Est-ce que par hasard, M. Alma-Tadema serait contemporain d'un pharaon de la 18e dynastie? Ainsi, l'élève de M. Lez est une momie, ou celle plus élogieuse et plus sérieuse de Saint Victor. Le tableau de M. Tadema n'est pas seulement la restitution érudite, mais la résurrection d'une époque. C'est l'Égypte dégagée de ses bandelettes de momies et se remettant tranquillement à vivre. L'exactitude apparente de la scène représentée, d'un point de vue historique voire archéologique, si elle est remarquée unanimement par les critiques d'art, n'est pas due au hasard. Alma-Tadema se serait inspiré pour sa composition des fragments de la tombe de Nebamon, qu'il a découvert en 1862 alors qu'il séjournait à Londres pour l'exposition universelle. On y reconnaît les physionomies et les gestuelles représentées dans les Égyptiens de la 18e dynastie, mais aussi et surtout les accessoires, décoratifs et vestimentaires, qui parsèment la composition. Plus encore, certains objets représentés ressemblent très fortement à des artefacts conservés au British Museum. Ainsi, le tabouret, mais aussi certains instruments de musique comme la harpe, se retrouvent en fait dans certaines collections du British Museum. L'œuvre se révèle bel et bien un assemblage extrêmement documenté de détails historiques qui constituent en réalité l'essentiel de la composition. Mais cette minutie, justement, ne prend-elle pas trop d'importance dans la composition? Pour de nombreux commentateurs, ce soin extrême pénalise l'effet d'ensemble, en ce que le détail prend le pas sur d'autres éléments constitutifs du genre. Le premier reproche est souvent formel. Les commentateurs estiment que le peintre, engoncé dans son souci de vraisemblance historique, ne s'est pas soumis aux exigences esthétiques d'idéalisation ou de beauté. Cette ignorance ou ce mépris des priorités est explicitement critiqué par Dupuy. Quoi qu'il en soit, nous n'attachions quant à nous qu'une importance secondaire à la question de précision scientifique. Ce qui est en première ligne, ce sont les conditions du pittoresque. Ce qui serait à désirer, ce serait de la composition. C'est même l'anecdote qui structure leurs commentaires, comme chez Trianon, qui raconte plus qu'il ne décrit la scène. Le roi, lui, fait parler un anecdotier élogieux. Il est charmant, c'est un des meilleurs tableaux de genre du salon. Tandis que Boyce, dans la conservatrice Patrie, explique: l'artiste a représenté cette idole de nos démocrates dans un opulent carrosse, avec un cocher et deux laquais galonnés et poudrés. On le voit passer à l'extrémité d'une rue étroite et tout le monde se presse pour l'acclamer. C'est un épisode de la vie parisienne en 1778, rendu avec un grand agrément de détails. Cette dernière citation évoque la seconde qualité prêtée à l'œuvre, à savoir le soin qu'elle accorde au détail. Alors que, comme nous l'avons vu avec Barrias, le détail historique est passé sous silence dans les commentaires sur la peinture d'histoire, il devient un véritable objet de scrutation dans le cadre du genre historique. Le Loir est ainsi félicité pour sa grande finesse de détail et sa réelle fermeté de touche. L'œuvre est de même considérée comme une des toiles de genre les plus fines du salon, par Déron, dans le pourtant satirique journal amusant, qui ajoute « Combien de détails ravissants! Je vous recommande tout spécialement un certain âne qui tourne le dos et dont la croupe est une petite merveille d'habileté. » La fenêtre se montre plus précis encore. Le XVIIIe siècle est retrouvé dans son architecture, dans ses physionomies, dans ses gestes. Monsieur Maurice Leloir ne sera pas sans doute le moins bon de la famille. La minutie dont fait preuve le peintre dans la représentation historiquement exacte des accessoires et des tenues est de fait due à une passion personnelle pour le costume, certainement influencée par la carrière, entre autres, d'illustratrice de la presse féminine de sa tante, Anaïs Collin-Toudouse. Cette passion se perçoit tout au long de la carrière de Leloir et va même en se développant puisqu'il rassemble dès les années 1880 une large collection de vêtements et d'accessoires exposés au public et qui sera à la base d'un musée du costume. Il est en outre le fondateur avec Édouard de Taille de la Société d'histoire du costume dès 1907. L'expertise historienne de Leloir se manifeste donc d'ores et déjà dans le tableau qu'il expose en 1878 et il trouve une reconnaissance notable de la part des critiques d'art, dont certains aussi influents que Clément ou La Fenestre. Le dernier voyage de Voltaire à Paris est néanmoins ignoré par certains grands journaux et oblige à modérer le caractère à première vue élogieux de la réception obtenue. Ainsi, l'œuvre est passée sous silence dans les revues spécialisées comme l'Artiste ou la Gazette des Beaux-Arts. On redit souvent ou se confondent encore, ce qui rend impossible d'établir avec certitude un goût dominant à cette époque, ou même, éventuellement, deux opinions qui s'opposeraient de façon manichéenne. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse du coup pour les petits couacs techniques. Merci beaucoup pour cette passionnante communication. Ça fait bien le point sur ce qu'est justement la peinture d'histoire ou ce qu'elle n'est pas à travers le détail. Bon, alors est-ce qu'il y a des questions? Moi, je me laisse une slide si jamais, mon diaporama, si jamais vous voulez qu'on revienne sur des choses. Oui, qui va intervenir. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Oui, merci
beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante autour de la réception du détail. J'aurais une question, moi, à poser peut-être sur l'envers du détail et qui serait peut-être la notion de composition, qui a une importance historique assez importante, notamment dans le cursus de formation académique et dans la conception de la peinture d'histoire. Et je me demandais si dans le corpus de critiques que vous avez étudié, et plus largement aussi dans les textes contemporains, s'il y avait quelque chose qui pouvait, alimenter la discussion autour de ce que Daniel Arras avait écrit justement autour du détail comme parasite de la composition, le détail comme l'élément qui peut venir, briser l'unité du tableau, et voilà, qui met en danger justement la composition. Et je me demande si c'est pas aussi ce qui en filigrane était reproché à Alma Tadema à propos du tableau que vous nous avez montré. Alors c'est une excellente question, et en effet, alors j'essaie de vous le remontrer du coup, en effet cette opposition entre la composition, en tout cas une composition qui serait harmonieuse, et des détails qui seraient trop présents ou même maladroits, revient assez fréquemment dans la critique d'art de la période que j'étudie, avec justement ce reproche parfois formulé de détails qui seraient trop importants, ou alors où on ne percèverait pas forcément leur utilité dans la composition. Mais je pense notamment aussi aux grandes peintures militaires, mais du coup je sais qu'il y a des communications qui vont être faites là-dessus, donc je ne vais pas m'avancer sur un terrain sur lequel je ne suis pas experte, mais c'est en effet un reproche qui apparaît très souvent, et c'est justement tout à fait le reproche qui est fait à Alma Tadema pour les Égyptiens de la XVIIIe dynastie, où en fait on lui reproche de ne pas tant composer que juste placer de façon juxtaposée des détails. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Je veux bien intervenir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Merci beaucoup pour cette communication. J'ai été ravi de voir notamment des tableaux qui viennent du musée d'Orsay, qui sont actuellement conservés au musée d'Orsay, une des grandes machines du musée d'Orsay, le tableau de Barrias, que vous analysez, effectivement, qui est assez documenté dans la littérature du moment. Personnellement, j'ai été très sensible à cette communication parce que ça rejoint aussi beaucoup mes thèmes de travail concernant la peinture de la deuxième partie du 19e siècle. J'ai pas mal étudié le cas d'Alma Tadema. Ce qui est intéressant, c'est que les critiques dont vous faites part vont suivre véritablement le peintre tout au long de sa carrière. Et ce qui est intéressant de façon plus générale, c'est que ces débats dont vous faites part, finalement, vont pas vraiment se résoudre dans cette littérature critique. Et c'est assez amusant d'ailleurs, c'est-à-dire que chacun amène ses arguments, chaque critique amène ses arguments, et au final, il n'y aura pas vraiment de consensus, quitte à parfois dans certaines, puisqu'on a aussi affaire à un peu de presse, parfois dans certains commentaires avoir un peu de mauvaise foi ou d'interprétation un petit peu abusive. Ce qui est intéressant, je pense, pour votre travail, à la fin vous parlez d'anecdotes. Cette question de l'anecdote est intéressante parce que en ce qui concerne le thème qui nous réunit, le thème du détail, je me souviens par exemple je pourrais vous retrouver la référence, mais d'un critique qui disait au sujet d'un peintre, ça devait être Jérôme, que vous étudiez pas ici, mais que je me doute que vous étudiez par ailleurs parce que c'est un peintre très important, notamment pour cette question du détail archéologique. Les peintres narratif en fait, et plus tellement sur les autres exigences davantage théoriques ou même plastiques du grand genre, avec cette exigence d'une certaine moralité, d'une certaine solennité, et où en fait on arrive de plus en plus justement à la représentation d'épisodes davantage que d'événements, qui est due à la fois à une nécessité de renouveler le corpus, de changer un peu le catalogue, le sujet à représenter, et de plus représenter systématiquement les grandes machines antiques, mais qui expriment aussi un changement de goût qu'on attribue à d'embourgeoisement du goût, avec toutes les critiques assez de classe en fait, qui sont exprimées par certains critiques réactionnaires ou conservateurs du moins. Mais du coup oui, c'est vraiment une question moi qui m'intéresse sur comment ça devient l'histoire avec un petit H en fait, qui est de plus en plus représenté par les peintres d'histoire, et surtout comment ces peintres d'histoire adaptent leur stratégie de carrière à ces nouvelles exigences, avec une peinture d'histoire
disons, traditionnelle qui sert à alimenter leur capital symbolique, leur capital réputationnel. On continue régulièrement, quand on est Bouguereau ou Cabanel, à exposer de la grande peinture d'histoire ou à faire des grands décors, parce que c'est ce qu'on attend pour la réputation. Mais tout à côté, on a tout aussi un catalogue de plus petites peintures, en fait, qui permettent d'alimenter, pour le coup, là, davantage le capital économique, en fait. Oui, bien sûr. C'est des stratégies de réputation, mais aussi de carrière qui m'intéressent énormément et qui ont un impact très, très réel. C'est pour ça que j'ai aussi essayé de montrer des temporalités différentes. Alors c'est un peu artificiel parce qu'en réalité, on trouve encore des grandes machines très académiques à la fin du siècle, même si elles ont un peu changé. Et on trouve aussi du genre historique à Maurice Leloir au même moment que Barrière s'expose. Donc c'est un peu artificiel. Mon évolution, elle donne l'impression que c'est une évolution chronologique assez linéaire, mais c'est une question qui m'intéresse énormément. Et en effet, comme vous le dites, les critiques d'art sont jamais d'accord. C'est très difficile de cartographier un système où il y aurait une opposition entre les critiques conservateurs et les critiques libéraux. En fait, les critiques libéraux sont aussi très critiques sur le genre parce qu'ils trouvent que c'est un embourgeoisement. Ils ont tous des arguments très complexes qui s'opposent parfois, ils se contredisent eux-mêmes d'une année à l'autre. Et ça, c'est ce qu'il y a de savoureux dans cette recherche. Ouais, c'est ça qui est absolument génial quand on lit la critique d'art à l'époque. C'est pour ça que je vais essayer de vous partager l'anthologie critique, parce que les citations sont bien plus longues que celles que je vous ai à la fois citées et projetées. Et c'est assez savoureux de lire l'intégralité de la critique. Bien, merci.